l'actualité de ce samedi, le gouvernement engage 90 jours de travaux pour redonner un nouveau visage au district de Bamako, un projet d'un demi-milliard de francs CFA lancé par le ministre en charge de l'urbanisme pour paver et réhabiliter des rues des communes 2, 4 et 5 du district de Bamako. Siama 2025, au cœur d'une journée dédiée au Burkina Faso et au Niger, le Salon international de l'artisanat du Mali met en scène une diplomatie culturelle renforcée, une solidarité sahélienne affirmée et des interventions marquantes. Les ministres en charge de l'artisanat du Mali, du Burkina Faso et du représentant du Niger. Le Musée national accueille jusqu'au 20 décembre 2025 l'exposition Petite rétrospective d'Ismaël Diabaté, dévoilée lors d'un vernissage officiel réunissant artistes et acteurs culturels, un hommage à son parcours et à la diversité de ses techniques artistiques. Bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le tour complet de l'actualité nationale incessamment. Et nous ouvrons avec la clôture de la réunion des États initiateurs du C4 plus la Côte d'Ivoire et les participants ont tiré des conclusions importantes contenues dans un document appelé Déclaration de Bamako, une déclaration qui relate les grands enjeux des négociations et la tenue en mars 2026 de la réunion de Yaoundé sur les négociations de l'OMC. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Industrie et du Commerce, propos recueillis par Alouseni Touré et Sidiki Balo. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction par rapport aux résultats auxquels nous sommes parvenus, notamment l'adoption d'une stratégie de négociation du C4 en perspective de la CEM 14 qui doit se tenir à Yaoundé, au Cameroun. L'adoption de la décision du C4 plus la Côte d'Ivoire sur les positions de négociation du C4 pour la CEM 14 à Yaoundé, au Cameroun. L'adoption de la déclaration du C4 plus la Côte d'Ivoire en perspective de la CEM 14 à Yaoundé au Cameroun. Aussi, voudrais-je adresser mes vifs remerciements à nos missions permanentes auprès de l'OMC à Genève qui ont travaillé sans relâche pour préparer la présente rencontre et en faire un succès pour le C4 et la Côte d'Ivoire. Au cours de la présente rencontre, nous, ministres, avons réitéré la demande pressante d'aboutir à un accord concret et juste à la 14e conférence ministérielle de l'OMC au Cameroun et des réformes sur les politiques agricoles de sorte à éliminer progressivement les effets de distorsion de toute forme et de soutien accordé au secteur du coton. Demander une transparence plus accrue dans les notifications sur les soutiens internes ayant des effets de distorsion sur le marché international. Insister sur la nécessité d'explorer toutes les voies de solutions permettant de répondre de façon adéquate et qui permettent la prise en compte des préoccupations commerciales et vitales de plusieurs millions de producteurs liés au soutien interne accordé au coton. Bientôt, le pavage de certaines rues des communes 2, 4 et 5 du district de Bamako. Les travaux ont été lancés par le ministre en charge de l'urbanisme. Pour ce fait, 500 millions de francs CFA seront débloqués. Les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, Tiamoro Konati. Lentement, mais sûrement, les rues de Bamako font leur mieux pour faciliter davantage la mobilité urbaine. La première pierre ainsi posée par le ministre en charge de l'urbanisme marque le top départ du pavage des 5 rues en communes 2, 4 et 5 du district de Bamako. Nous avons choisi les pierres issues de nos carrières comme matériau principal utilisé, ce qui donne à ce projet un autre objectif, celui de favoriser l'économie locale, car les exploitants des carrières travailleront pour fournir ces pavés. L'exécution de ces travaux est assurée par l'entreprise Nina Service. Il s'agit à terme de contribuer à donner un nouveau visage à la ville de Bamako en atteignant par ricochet les charges dévolues aux municipalités qui en bénéficient. Nous ne pouvons que remercier les bons dieux et remercier les plus hautes autorités qui ont pensé et que les populations méritent mieux. Une première chose est de réaliser, mais l'entretien, c'est vraiment le devoir des collectivités, des populations. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de pavage des rues dans le district de Bamako, initié par le ministère en charge de l'urbanisme. Un projet inspiré de la politique nationale de la ville adoptée en 2014. Il s'appuie sur l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition adressée au Premier ministre.
Le projet de pavage de riz dans le district de Bamako, dans sa mise en œuvre, se veut être la concrétisation d'une volonté politique clairement marquée par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir améliorer le cadre de vie dans les grandes villes. Les travaux ainsi lancés seront exécutés sur une durée de 90 jours pour un coût estimé à 500 millions de francs CFA. Faisons à présent un tour au Siama qui a ouvert ses portes ce jeudi et la journée d'hier vendredi était dédiée aux pays invités d'honneur, le Burkina Faso plus le Niger. Un moment fort marqué par des interventions des ministres en charge de l'artisanat du Burkina, du Mali et du représentant du ministre de l'artisanat du Niger. On en parle avec Moussa Kamara et Sambou Diakité. C'est par l'exécution de l'hymne de l'AIS qu'a débuté cette cérémonie consacrée aux pays invités d'honneur. Les stands paraient aux couleurs des pays concernés sous le rythme des sonorités sahéliennes. L'atmosphère s'est muée en une véritable scène culturelle. Le Burkina Faso et le Niger, mis en l'honneur à cette 5e édition du Siama, ont transformé le salon en une scène vivante où s'entrelacent identité, héritage et savoir-faire. Le Niger est venu au Salon international de l'artisanat du Mali avec une forte délégation composée de plus de 50 personnes pour vraiment magnifier les relations amicales, fraternelles qui existent entre les deux pays. Et pour la circonstance, je conduis une délégation qui est composée de 24 de l'administration publique, mais de plus de 100 artistes et artisans qui sont venus pour magnifier ainsi l'artisanat africain. Le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a saisi cette journée dédiée au pays de l'AIS pour faire un focus sur la cabale médiatique orchestrée contre le Mali. Je crois que ça mérite qu'on fasse une standing ovation pour les autorités maliennes qui ont aussi pris à bras le corps cette campagne malveillante qui cherchait à dénigrer la bonne marche donc de la politique malienne et partant de l'AIS et dire que le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger, le peuple de l'AIS reste soudé et restera debout pour aller inexorablement dans la bataille afin de vaincre contre les terroristes et pour le développement de nos pays. Juste après la journée dédiée à l'AIS, les ministres ont animé un panel de haut niveau sur l'artisanat et l'industrialisation dans l'espace AIS. Les communications ont porté sur les défis du consommé local. Pour moi, aujourd'hui, l'artisanat, industrialisation, consommons local, c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté économique. Nos peuples ont choisi la dignité. Nos dirigeants ont choisi la souveraineté. Il s'agit pour nous maintenant de bâtir notre économie correspondant à cette vision. Le ministre en charge de la culture du Mali a salué la présence de ses homologues, une présence qui a permis de donner un cachet particulier à l'événement. Venir au Mali dans ce contexte avec autant de personnes et d'artisans, c'est une marque de confiance et de fierté. C'est pour dire tout simplement que l'AES est une réalité et que l'AES, nous le vivons dans nos tripes. Ce n'est pas seulement un discours, ce n'est pas seulement pour répondre à quelqu'un, mais c'est juste remettre nos populations dans leur dignité, leur donner des outils pour se prendre en charge. Et je pense que l'un des meilleurs outils pour cela, c'est l'artisanat. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des cadeaux aux pays invités d'honneur, comme pour dire que la fraternité culturelle au sein de l'AIS est en marche. Et au Burkina Faso, ouverture de la 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED. Pendant 5 jours, des femmes venues du Burkina Faso et d'autres pays du monde vont échanger sur leur contribution au développement économique avec la femme comme principale actrice, Mariama Tamboura. Nous sommes à l'ouverture officielle de la 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED.
Une édition qui met à l'honneur le thème de l'industrialisation. Durant ces journées, le FIED, Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, parti de rien pour devenir quelqu'un, va identifier les leviers pour passer de l'idée à l'usine, de la matière première au produit fini. Nous allons nous concentrer sur les outils qui vont maximiser notre impact sur l'industrialisation. Les femmes sont venues de toutes les régions du Burkina Faso et de plusieurs pays d'Afrique et du monde. 5 jours pour inspirer, transformer et promouvoir le savoir-faire de la femme africaine. Ce sont des femmes fortes, des femmes africaines qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer quelque chose de fort en Afrique avec les autres pays qui sont bien conscients. La femme africaine a toujours été au cœur de nos économies, dans les marchés, les exploitations agricoles, les ateliers artisanaux, les entreprises, mais également dans les institutions publiques et les instances de décision. Aujourd'hui, en tant que membre de l'AES, dire que nous venons au Burkina pour ce forum-là, ça ne peut que rehausser l'image de l'Afrique et valoriser le contenu local. Une édition du FIED qui se tient en présence du Premier ministre Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo. L'action de la femme dans ce secteur stratégique de la transformation soit encore plus impactante et surtout que nous puissions nous inscrire de façon définitive dans une dynamique de transformation de l'Afrique dans son ensemble, du Burkina Faso en particulier. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques est une plateforme forte de plus de 25 000 membres. Le programme de 2025 prévoit des panels et conférences au profit des femmes, des rencontres B2B. Le rendez-vous de Ouagadougou réunit plus de 6 000 participants de 60 pays jusqu'au 30 novembre 2025. Et au Niger, parlons de l'ouverture du premier symposium régional de la jeunesse à Niamey. La rencontre de Niamey a réuni 2000 jeunes des 5 arrondissements communaux autour du thème « L'éducation, levier du progrès social, économique et culturel pour une refondation durable ». Aminatou dans Galou. Cette rencontre qui se tient du 28 au 29 novembre 2025 est placée sous le thème « L'éducation, levier du progrès social, économique et culturel pour une refondation durable ». À travers ce symposium, le Conseil régional de la jeunesse de Niamey porte une conviction forte. Il n'y aura pas de refondation durable du Niger sans une jeunesse éduquée, disciplinée, éclairée et profondément engagée. Notre pays traverse une étape décisive. Le représentant de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, l'administrateur communal Niamey 2, a dans son adresse qualifié cette rencontre initiée par la jeunesse des stratégiques, surtout qu'elle constitue l'épine dorsale de tout développement d'un pays. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Kiani a fait du renforcement du capital humain, de la formation et de la refondation de l'administration publique des priorités absolues. Sa vision repose sur un principe fondamental: édifier un Niger souverain, résilient, sécurisé et porté par une jeunesse instruite. Votre rôle aujourd'hui, jeunesse éveillée, consciente et nantie d'une éducation institutionnelle et sociale, n'est pas de rêver pour les autres, mais de les écouter et de démêler avec eux le possible du soutenable. Cette première édition du symposium régional de la jeunesse de Niamey sera marquée par plusieurs activités, dont une conférence inaugurale sur le thème « Être acteur du changement, être acteur de la patrie ». Et à Abuja, au Nigeria, 7e réunion ordinaire du cadre de consultation des chefs de mission diplomatiques de la Confédération des États du Sahel. La dite rencontre tenue à la chancellerie du Burkina Faso à Abuja a permis aux diplomates de passer en revue plusieurs sujets relatifs à la vie de la Confédération AES. Compte rendu Amadou Sankari. Au cours de cette 7e réunion ordinaire du cadre, les chefs de mission diplomatiques des États de la Confédération AES à Abuja
entourés pour la circonstance de leurs collaborateurs, ont fait un tour d'horizon des activités majeures récentes tant au niveau de la Confédération que dans l'espace CEDEAO. S'agissant de la Confédération, le cadre a évoqué la rencontre stratégique des présidents des parlements de la Confédération tenue à Ouagadougou les 18 et 19 septembre dernier. Une rencontre qui visait à examiner les avant-projets de textes relatifs aux sessions confédérales des parlements. Aussi, ils ont fait mention de la réunion stratégique des ministres en charge de la défense de la Confédération tenue récemment à Niamey au Niger, qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération sécuritaire entre les trois pays, notamment à travers l'accélération de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Le président du cadre de consultation, l'ambassadeur Koulibaly, a également saisi cette occasion pour saluer la solidarité exemplaire entre les pays membres de la Confédération AES, tout en mettant en exergue le geste fraternel du Niger en direction du Mali. Dans le cadre de la crise des hydrocarbures, qui est une crise artificiellement imposée à notre pays comme mesure de rétorsion de la part des acteurs que tout le monde sait, qui nous mène une guerre médiatique, une guerre informationnelle, une guerre économique, et pour des décennies inavouées, mais une guerre à laquelle notre pays fait face avec bravoure, avec détermination, et avec l'engagement des Maliennes et des Maliens, et aussi le soutien de nos frères de la Confédération. Et cela s'est illustré récemment avec l'arrivée à Bamako de 82 citernes. Donc un don de la République serbe du Niger à notre pays à cette période cruciale. C'est un geste louable, c'est un geste de fraternité. Pour rappel, la réunion du cadre de consultation s'inscrit dans l'esprit de la coordination diplomatique et confédérale et de la veille stratégique. Suite de cette édition avec l'ouverture du 3e congrès de la Société malienne d'imagerie médicale. L'événement regroupe les radiologues et techniciens de radiologie, mais aussi des neurologues et neurochirurgiens et médecins généralistes pour échanger sur les défis liés à l'amélioration de l'imagerie médicale et à la prise en charge des patients. Plus de détails avec Mariam Koné et Sidi Modibo Dambéli. La communauté médicale malienne s'est réunie à l'occasion du 3e congrès de la Société malienne d'imagerie médicale SOMIM. Un rendez-vous désormais incontournable dans un pays où le diagnostic précoce constitue un enjeu majeur de santé publique. Pendant 3 jours, spécialistes et acteurs du secteur ont fait le point sur les avancées technologiques, les besoins du terrain et les défis à relever. Au centre des échanges, l'imagerie médicale et les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle. Ce thème est important à plus d'un titre car le traitement massif des données, les équipements de dernière génération et la téléradiologie ouvrent des perspectives extraordinaires pour la prise en charge des patients. Ces innovations doivent être appréhendées non pas comme une substitution, mais comme un soutien au travail des radiologues, permettant de mieux détecter, mieux analyser et mieux anticiper. Discipline au cœur de la médecine moderne, la radiologie représente pour de nombreux patients la première étape vers un diagnostic fiable. C'est pourquoi l'égalité d'accès à l'imagerie sur l'ensemble du territoire demeure une priorité pour les autorités sanitaires. Trop de patients, notamment en zone rurale, subissent encore des délais trop longs pour obtenir un examen. Nous travaillons à réduire ces disparités grâce à plusieurs actions. Développement de la téléradiologie encadrée et sécurisée, renforcement de l'attractivité des carrières en radiologie, soutien à l'installation de nouveaux équipements là où les besoins sont les plus importants, amélioration de la coordination entre les établissements publics, privés et cabinets libéraux.
Depuis le premier congrès de la SOMIM, plusieurs avancées notables ont été enregistrées, notamment dans le domaine de la formation continue des professionnels de santé. Au Mali, du premier congrès de la SOMIM en février 2000, avec seulement 11 radiologues diplômés, nous sommes passés presque à 150 radiologues, dont environ une centaine exerçant au Mali, parmi lesquels seulement une vingtaine exercent à l'intérieur du pays. Ceux exerçant dans d'autres pays sont environ une trentaine, mais restent cependant en contact avec la SOMIM et contribuent à la formation de ceux de l'intérieur à travers des conférences et enseignements post-universitaires. En 2000, il y avait 0 radiothérapeute. Et actuellement, nous en avons 5 et la première promotion du DES va commencer cette année avec 6 candidats. Ce troisième congrès a également été l'occasion de rendre hommage aux radiologues disparus qui ont consacré leur vie au service de la santé. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux radiologues nouvellement retraités. Les participants ont enfin pu découvrir les dernières innovations en matière d'imagerie médicale. Nous restons dans le domaine de la santé. Des équipements chirurgicaux et consommables ont été remis au ministère de la Santé et du Développement social par UK International Development. 39 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces matériels pour la prise en charge des complications liées à la filariose lymphatique, une maladie parasitaire tropicale. Compte rendu, Maïmouna Doumbia. La présente donation vient renforcer la capacité des structures sanitaires dans la prise en charge chirurgicale des cas d'hydrocèle et l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de lymphodème. Ces médicaments doivent faire face à la prise en charge des complications liées à la filariose lymphatique. Donc il s'agira d'accompagner les services de santé pour assurer la prise en charge des cas identifiés à travers le pays. Pour l'ambassadeur du Royaume-Uni, ce geste marque une étape importante dans la lutte contre la filariose lymphatique. La remise des équipements chirurgicaux et des consommables que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement symbolique. Elle représente une avancée concrète pour la prise en charge des complications de cette maladie, notamment l'hydrocèle. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la remise de consommables, des médicaments et des petits matériels de chirurgie au programme national d'élimination de la filariose lymphatique. Ils sont destinés aux centres de santé évalués et permettront également de conduire la formation des chirurgiens dans la région sanitaire de Caille, conformément aux techniques recommandées par l'OMS pour la chirurgie de l'hydrocèle liée à la filariose lymphatique. Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social réitère la gratitude du département aux donateurs et à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme. Des évaluations de la capacité des centres pour la prise en charge de ces complications ont été conduites avec succès dans les régions de Caille, Koulikros et Sikasso. Elles sont en cours dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal. Ces évaluations ont permis de dégager des gaps et de proposer un plan d'action pour combler les gaps. C'est dans ce contexte que la remise de ces équipements et consommables prend tout son sens. Je voudrais à cet instant saluer le leadership éclairé de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Le Mali a enregistré des progrès remarquables vers l'interruption de la transmission du parasite de la filariose lymphatique depuis 2019, à entendre le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Et le ministère des Transports poursuit ses activités commémoratives de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Les syndicalistes du département ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité. Ils ont reçu une explication détaillée du code de la route, les bonnes conduites ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction, cela dans le but de réduire les accidents de la route. Aminata Brahima Ouedraogo et Idrissa Traoré. En plus des dangers sécuritaires, l'usage du téléphone dans la circulation expose le conducteur à une amende de 15 000 francs CFA. La conduite en état d'ébriété, quant à elle, soumet les contrevenants au paiement de 150 000 francs CFA et 3 mois de prison. Des mesures du Code de la route expliquées en langue nationale bamanankan aux syndicalistes du ministère des Transports et des Infrastructures. Une fois formé
Sur la pertinence des actions de prévention, je n'en doute point qu'en chacun d'eux, nous aurons un ambassadeur, un relais de l'ANASER dans les services pour sensibiliser l'ensemble du personnel du département des transports et des infrastructures à adopter des comportements responsables pour le respect du code de la route. Ils sont 250 syndicalistes à s'approprier les bonnes conduites pour réduire les accidents de la circulation. Pour ce faire, ils reçoivent un exemplaire du code de la route des mains de la chef de département des transports. La prévention des accidents, la maîtrise des normes de sécurité et la promotion des comportements responsables sur nos routes exigent des compétences actualisées et un engagement constant. C'est pourquoi l'UNTM salue cette formation et engage vivement chaque participant à s'investir pleinement dans les travaux. Chaque jour, 2 personnes meurent sur la route et 33 autres sont blessées, selon le département des transports. Cette rencontre offre l'opportunité à la ministre de rendre un hommage appuyé à ses victimes. Lorsque les personnes décèdent ou se blessent grièvement dans les accidents de la route, les pays perdent gros. Ils perdent des hommes et des femmes, du potentiel, des talents, de la valeur ajoutée. Face à cette réalité qui affecte individuellement et collectivement notre nation, le rôle des syndicats apparaît plus que jamais essentiel. Le combat primordial du ministère des Transports est de réduire les accidents de la route à travers l'ANASER. Toutefois, il se doit aussi d'assurer les premiers secours en cas d'accident. C'est pourquoi les syndicalistes ont également eu droit à des démonstrations de premiers secours par les agents de la protection civile. Culture à présent, journée Yambo Wolagem. Un hommage lui a été rendu à travers des témoignages. La journée d'échange dédiée à Yambo Wolagem est un engagement pour sa famille et ses connaissances. Un reportage de Alpha Mega. Nous sommes à l'université Yambo Welegem au campus de Kabala, situé à plus de 25 km de Bamako, la capitale. Et cela pour la journée célébrant la transformation de l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako en université Yambo Welegem. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un hommage à un écrivain engagé. Nous inscrivons son héritage au cœur de la formation des esprits, de la recherche et de la création culturelle. Que cette université soit désormais le haut lieu où l'on cultive la liberté de penser, l'exigence critique et l'engagement pour la vérité historique. Yambo Welegem, premier africain à remporter le Grand Prix littéraire Renaudot, est une figure majeure de la littérature africaine et malienne. Son œuvre et sa pensée ont contribué à enrichir le débat littéraire et à interroger les récits dominants. Que le nom qui orne nos murs vous inspire à lire, à écrire, à questionner et à contribuer à la vie culturelle et scientifique de notre pays et du continent africain. La journée Yambo Welegem est un hommage à la résilience du peuple malien, à la richesse de son patrimoine culturel et à la volonté de l'État de réparer les injustices du passé. Yambo Welegem, c'est à mon avis l'un des auteurs les plus actuels par rapport aux problèmes que nous connaissons. Donc Yambo Welegem reste un auteur très contemporain et que notre université a la responsabilité, comme cela a été recommandé par Sango, de poursuivre, d'approfondir. Et la réhabilitation de l'homme aussi relève de notre responsabilité. Cette journée d'échange marque le point de départ d'un engagement renouvelé pour la connaissance, la mémoire et la dignité nationale. Le Musée national accueille depuis ce jeudi une exposition de l'artiste peintre Ismaël Diabaté intitulée « Petite rétrospective ». Cette exposition retrace le parcours de l'artiste à travers des œuvres issues de plusieurs techniques en art plastique. Mayam Koulibaly. Accumulant une 50aine d'années d'expérience dans le domaine des arts plastiques au Mali, Ismaël Diabaté, à travers la présente exposition, fait voyager les visiteurs dans le temple de l'art et de la culture. Les œuvres exposées sont issues de plusieurs techniques et les thèmes abordés sont tous
évocataire. Parce que je n'ai pas toutes les œuvres que je voulais mettre dedans. Donc c'est une petite rétrospective avec une pièce principale dédiée au président de l'AES. Je tenais à faire ça, c'est ma contribution. Ici, l'artiste puise au plus profond de son inspiration pour mettre sur scène des œuvres réalisées depuis plus de 4 décennies. La plupart des tableaux exposés remontent des années 70 quand l'artiste enseignait au lycée de Markala. Je ne peux pas partir d'ici sans évoquer les souvenirs d'un tableau magnifique qu'il a peint à Markala dans les années 76-77 que nous allons admirer dans sa chambre des célibataires, figurez-vous. Alors ce tableau s'appelait Liberté. J'étais très ému de voir un autre tableau ici au nom de Liberté. L'impact d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire, mais c'est ce qu'il aura représenté sur l'échelle de la pensée universelle, sur l'impact sur la vie des autres, des hommes, sur la vie d'un secteur, de tout un secteur. Diabaté a été un repère, un visionnaire, un gros travailleur. Comme indiqué par son titre, Petite rétrospective retrace en partie le parcours de l'artiste Ismaël Diabaté, auteur du dessin reproduit en mosaïque à l'entrée du premier pont sur le monument du 26 mars. L'exposition se poursuivra jusqu'au 20 décembre 2025 au Musée national. Le rendez-vous est pris. Session de formation pour les cadres de la Direction générale de la construction citoyenne et des structures partenaires. C'est pour un renforcement de capacités initié par le département en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction. Un reportage d'Ibrahim Kao Konaté et Aruna Diara. Les cadres de la direction de la construction citoyenne et ceux des structures partenaires à l'heure de la citoyenneté. C'est le thème de cette session de formation initiée par le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. On s'est dit, est-ce que les jeunes ne sont pas en train d'avancer un peu dans le Malikoura, plus que ceux-là même qui doivent les encadrer? Alors, nous sommes dit que c'est le moment de commencer déjà à mettre aussi les encadreurs à jour pour que vraiment ça puisse être une très bonne mayonnaise qui prend. La session constitue un véritable tremplin pour la DGCC, une jeune structure relevant du département de la jeunesse et des sports. Cette formation est assurée par d'éminents experts qui aborderont des thématiques riches et pertinentes. Je suis convaincu que vous en sortirez mieux outillés, tant sur le plan professionnel que citoyen. Pendant 3 jours, les encadreurs de jeunesse seront outillés sur une large connaissance des symboles et des armoiries de l'État. La finalité recherchée étant de faire face aux nombreux défis relatifs à la refondation de l'État malien. Akai, lancement des activités de l'antenne régionale APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, une étape importante dans le déploiement national de l'APDP et dans la consolidation d'un droit fondamental, à savoir la protection des données personnelles de chaque citoyen. Plusieurs activités étaient prévues dont l'inauguration du nouveau siège de l'APDP de Kai. Reportage Kansuto Kanouté. L'antenne régionale APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, est désormais opérationnelle dans la capitale des rails. Son nouveau siège vient d'être inauguré ce jeudi matin par le chef de l'exécutif régional en compagnie d'une forte délégation. Cette nouvelle antenne, dont l'objectif est de rapprocher l'institution des citoyens, renforcer sa présence sur le terrain, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique des plus hautes autorités du pays. Cette antenne, la première sur l'ensemble du territoire du Mali, sera un espace de proximité, d'écoute, d'assistance et d'accompagnement. Elle sera un lieu où les préoccupations des citoyens seront accueillies, où les responsables de traitement seront guidés et où les bonnes pratiques seront promues. Cette antenne régionale est aussi un symbole d'un Mali qui avance vers la modernité numérique. Mais une modernité respectueuse des droits. Un Mali qui adopte les technologies, mais qui protège ses citoyens. Un Mali qui affirme que l'humain
doit toujours rester au cœur de la transformation digitale. L'ouverture de cette antenne n'est donc pas seulement un acte symbolique, elle est une avancée concrète, utile et nécessaire. Elle vient renforcer la présence de l'État et protéger nos citoyens face aux risques numériques croissants. Qu'il s'agisse d'usurpation d'identité, de cyberarnaques, de fuite de données, d'atteinte à la vie privée ou d'utilisation abusive d'informations personnelles. Je voudrais ainsi inviter l'ensemble des services publics régionaux, les collectivités territoriales, les entreprises, les opérateurs économiques, les responsables d'établissements scolaires, de santé et de toutes les organisations de la société civile à collaborer étroitement avec cette antenne de la PDP. Les temps forts qui ont constitué cette cérémonie de lancement des activités de l'antenne régionale de l'APDP à Caille sont la visite de ces locaux composés d'une direction, de 3 bureaux, d'un secrétariat et la conférence débat autour du thème cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel. En 4e région, la campagne agricole se déroule normalement, constat fait par une mission régionale de supervision. Cette mission a visité quelques parcelles et a eu des entretiens avec les producteurs. Reportage Candesila. Première étape de la mission régionale de supervision de la campagne agricole dans la région de Ségou, les champs d'Ablaye Sidibé à Sebougou. Le paysan exploite une vingtaine d'hectares. Je cultive les petits milles, l'arachide et les haricots. Actuellement, nous sommes en période de récolte. Cette année, j'ai mise beaucoup par rapport à l'année dernière. Ici, comme au niveau des parcelles de Babé Traoré à Sekoro, les travaux de récolte battent leur plein. Et de façon générale, au niveau de la région de Ségou, les perspectives sont bonnes par rapport à cette campagne agricole. Il ressort quand même que la pluviométrie de cette année a été inférieure par rapport à celle de l'année dernière. Mais en termes de répartition, d'incidence vraiment sur la culture, la pluviométrie de cette année est vraiment meilleure. Ce que nous avons vu est satisfaisant. Les difficultés restent liées à l'acquisition à temps d'engrais et le problème actuel du carburant. Aussi, des conseils pratiques sont donnés aux paysans pour mener à bien les activités post-récolte qui passent par une gestion rationnelle des productions. Notons que pour cette campagne agricole, la région de Ségou mise sur une production de plus d'1 360 000 tonnes, toutes céréales confondues, contre 1 95 000 tonnes la campagne précédente. Actualité régionale toujours, les activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion ont pris fin à Bougouni. Occasion pour le gouverneur d'offrir un important lot de vivres, de matériel roulant et sanitaire aux personnes vulnérables et au centre de santé de référence de Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Lancées depuis le 13 octobre dernier, les activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ont connu leur épilogue dans la capitale du Bani Mounouchi. Des kits composés de vivres, des matériels roulants et sanitaires ont été remis aux personnes nécessiteuses et au centre de santé de référence de Bougouni. Ces 3 couveuses gracieusement offertes par M. le gouverneur vont contribuer à la prise en charge des enfants prématurés de notre région. C'est du vivre offert par nos autorités. C'est une manière de manifester leur solidarité à nos endroits. Donc, soyons des bons citoyens. Pour l'atteinte des objectifs de cette édition, les personnes de bonne volonté ont apporté leur soutien matériel, moral et financier pour témoigner leur solidarité agissante envers ceux qui en ont le plus besoin. Au cours de ce mois, 27 personnes âgées, dont 14 hommes et 13 femmes, ont reçu la visite des autorités régionales et locales. L'assistance alimentaire en riz, mil et sucre a touché 430 personnes. Les médicaments d'une valeur de 1 905 375 francs CFA ont été donnés au centre de santé de référence. C'est le lieu pour moi d'exprimer une fois de plus, au nom de l'ensemble de la population de Bougouni, notre profonde gratitude à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour sa générosité et sa solidarité agissante et constante. À l'issue de cette cérémonie de clôture, on peut conclure que cette 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a atteint son objectif à Bougouni.
renforcer les connaissances des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou sur leur rôle et responsabilités. Une rencontre a été initiée par le gouvernorat de Tombouctou en partenariat avec le centre HD de Tombouctou. Les participants sont venus des 13 cercles de la région. Reportage Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Au regard de leur rôle important dans la quête de la paix et de la stabilité sociale, les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou prennent part à cette rencontre afin de mieux s'approprier leur rôle et responsabilités. Ce cadre voulu par le gouvernorat de Tombouctou est soutenu par le Centre pour le dialogue humanitaire. Si cette rencontre rentre dans le cadre vraiment du renforcement de la paix et de la cohésion sociale et surtout de la contribution des légitimités traditionnelles pour la paix et la stabilité dans la région de Tombouctou. Le salut et le retour de la paix et de la cohésion sociale tant désirés ne peuvent venir que de la concertation et de larges échanges entre toutes les composantes sociales de nos communautés. Au cours de ces 2 jours, les échanges vont porter sur les responsabilités législatives et réglementaires, à savoir la représentation de la communauté auprès du pouvoir public, l'application des lois et règlements, la prise des mesures conservatoires dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection civile, entre autres. J'ai saisi de l'occasion pour remercier le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu donner un ancrage constitutionnel aux autorités et légitimités traditionnelles à travers leurs rôles et responsabilités. L'importance n'est plus à démontrer pour les chefferies qui doivent être au rendez-vous de la refondation de l'État et de la préservation de la paix sociale dans les villages, fractions et quartiers. Tout au long de la rencontre, ces leaders d'opinion vont identifier les différentes tensions communautaires, partager des cas pratiques de médiation de tensions communautaires, procéder à la mise en place d'un mécanisme de concertation et de collaboration pour prévenir et gérer les conflits avant qu'ils ne prennent d'autres proportions. Journée d'échange à Taoudéni pour faire le bilan des activités menées par les ONG en partenariat avec les services techniques et autorités locales de la région de Taoudéni. Cette rencontre permet de consolider les acquis, identifier les difficultés et les perspectives pour le développement régional. Reportage à Foussini Samake et Yacouba Kone. Cette rencontre sur le suivi des activités réalisées par les ONG en partenariat avec les services techniques de la région de Taoudéni vise l'amélioration du cadre de vie des populations, surtout les populations déplacées internes. Cette intervention concerne plusieurs domaines de développement régional. C'est de savoir quelles sont les ONG qui interviennent dans la région de Taoudéni, où est-ce qu'ils interviennent, avec quels moyens également, avec quels services techniques aussi, et ils interviennent. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir pu tenir nos promesses d'une façon ou d'une autre, malgré les contextes difficiles, en œuvrant dans les domaines qui sont les nôtres, malgré le contexte difficile. Les responsables régionaux apprécient la mise en œuvre de ces projets structurants, répondant aux aspirations des populations dans les secteurs prioritaires. Vous avez pu faire des réalisations, vous avez pu atteindre des populations qui sont dans les derniers confins de la région. Donc c'est vraiment des remerciements qui vont du président de la transition au gouvernement malien. Tout le monde vraiment vous remercie pour ces actes, car le Mali compte en réalité sur ses partenaires. Ces ONG partenaires au développement de la région de Taoudéni sont entre autres le PAM, l'UNICEF, le HCR, le CICR, OCHA, WHH, AMSS, Gavi, ACF, Terre des Hommes. Et l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, a organisé une cérémonie pour la clôture de son 5e congrès ordinaire. Le congrès a adopté la reconduction de l'ancien bureau exécutif pour un nouveau mandat de 5 ans. Reportage Dossé Baba Aïdara, Dossé Baba Djara et Gaoussou Ashtouri, j'y arrive. Au terme des travaux, le congrès a adopté la reconduction de l'ancien bureau exécutif pour un nouveau mandat de 5 ans. Au nom du bureau exécutif national de l'AMUPI, il compte sur le soutien de tous et de toutes pour réussir nos futures ambitions. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous assiste dans l'accomplissement de cette noble tâche
protège notre pays de toutes les calamités. El Hadji Issaka Traoré dirige l'AMIPI depuis plus de 20 ans. Ce 5e congrès ordinaire a été l'occasion de parler de certaines réalisations du bureau exécutif, notamment un centre de santé qui fonctionne depuis des années dans la cour de l'AMIPI, ainsi que la construction d'une morgue. L'infrastructure moderne, alimentée par des panneaux solaires et dotée d'équipements de dernière génération, a été présentée au public. Cette morgue a été construite à côté du centre de santé. Il y a 9 mosquées ici à Sotiba qui nous ont accompagnés financièrement et avec des matériels pendant plus d'1 an pour construire cette morgue. Elle a une capacité d'au moins 24 corps. Plus de 86 millions de francs CFA ont été investis pour sa réalisation. Le Mali doit être fier de ce genre de morgue qu'on ne voyait que dans les pays développés. J'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont dit encore qu'elle est ouverte à tout le monde, ce qui la rend toujours très utile pour le pays. C'est un acte qui fait honneur à l'islam. Au cours de la cérémonie, l'AMIPI a réaffirmé son soutien à l'initiative de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et déclaré sa solidarité avec les forces armées maliennes. L'actualité sportive de ce samedi, c'est avec Siragatou Sissé qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija Toukone. Alors, championnat national de Ligue 1 Pro, suite ce samedi de la 2e journée. L'Union sportive de Bourba domine à feu 2-0. Les 11 créateurs de Nyarela tombent 1-0 devant la Céréale. L'Union sportive de Bougouni est surprise à domicile 1-0 par le FC Diara. Hier, Binga s'est imposé par le strict minimum. 1-0 face au premier FC Malikoura, l'USFAS Balas Bakadja de Baraweli, 2-0. Les rencontres Djoliba, Derby Academy et Stade Malien de Bamako ASCO sont reportées au 17 décembre à cause de la sortie africaine des Blancs et des Rouges. Et Coupe africaine des clubs phase de groupe, la 2e journée a donné le ton ce week-end. Le Stade malien de Bamako reçoit ce dimanche en Ligue des champions des Tanzaniens de Simba SC. Oui, coup d'envoi 16h au stade du 26 mars. Après le nul 0-0 obtenu à Tunis face à l'Espérance sportive, le Stade malien de Bamako doit gagner pour occuper la tête du groupe D. Les Blancs, pour le tout premier match de l'histoire de Ligue des champions phase de groupe à domicile, sont confiants. On écoute l'entraîneur du Stade malien de Bamako, Moril Mesak Njoya, et le milieu de terrain Hamma Mandia au micro de Mohamed Nama Keita. Nous continuons à nous préparer pour livrer un bon match, match de bonne facture. Et puis également, nous tenons à dire merci à tous nos supporters qui n'ont cessé de nous encourager. Le moral est au beau fixe, le groupe est présent. C'est vrai qu'il est à déplorer un cas de maladie, un cas de blessure, mais tout simplement dire que c'est une équipe dynamique et les joueurs sont interchangeables. Et nous tenons à prouver que la performance de la semaine dernière n'était pas un fait de hasard. Nous sommes vraiment déterminés pour entamer ce match parce que c'est notre premier match à domicile. Donc nous sommes vraiment motivés pour pouvoir entamer ce match et finalement empocher les 3 points. Les Tanzaniens de Simba SC entendent se relancer après leur défaite inaugurale. C'est la conviction de l'entraîneur Suleiman Matola et du milieu de terrain Alassane Kanti au micro de Mohamed Naman Keita. Tout d'abord, je remercie Allah, on est bienvenu au Mali et nous savons très bien que cette rencontre ne sera pas une rencontre facile. On a regardé leur premier match et c'est une très bonne équipe. Mais nous sommes venus et nous sommes aussi prêts. Et Inch'Allah, ça ne sera pas un match facile, mais on va se donner pour gagner. On connaît l'importance de ce match. On a joué en première journée, ça ne s'est pas passé comme prévu. On est là, on le tient à cœur, on lui donne beaucoup d'importance. On est venu ici pour chercher les 3 points aussi. Cet après-midi, dans le groupe D, le Petro Atlético d'Angola et l'Espérance sportive se sont neutralisés un but partout.
Et en Coupe de la Confédération, Sélagatou, le Djoliba AC se produira demain dimanche en terre ivoirienne face à San Pedro. Ce duel entre voisins se jouera au stade Laurent Poukou à partir de 16h. Le Djoliba AC, battu d'entrée la semaine dernière ici à Bamako, est dans l'obligation de ramener une victoire face à San Pedro. Les Rouges ont eu le temps d'ajuster les pions. Ce dimanche, contre San Pedro, il s'agit pour le Djoliba de se montrer costaud et efficace devant les buts. Dans l'autre match du groupe A, hier, les Algériens de l'USM sont allés battre 1-0 les Marocains de l'Olympique Club Safi. Et avec votre permission, cette nouvelle pour terminer, le district 3 de football a depuis ce matin un nouveau président. Il se nomme Bo Mariko. Il a été élu pour un mandat de 4 ans à la tête d'un bureau de 19 membres. Le compte rendu de l'événement dans l'émission score du lundi 1er décembre 2025. Merci beaucoup, Sélagatou Cissé. Je vous en prie. Et à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour l'actualité demain, 13h avec Bemba Sibi. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver. Même heure, même plateau, Dieu voulant. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que l'eau devient rivière parce que chaque goutte accepte d'avancer avec les autres. L'union crée la force. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous. Vous choisissez